Donc J-311 avant les JO, J-344 avant les Jeux paralympiques, si mes calculs sont bons, je l'espère. On va aborder l'un des grands enjeux des Jeux, les transports, car les chiffres ont vraiment de quoi donner le vertige. Il faudra acheminer 7 millions de personnes vers les 25 sites retenus pour les différentes épreuves des JO entre le 26 juillet et le 11 août, 3 millions pour les Jeux paralympiques entre le 28 août et le 8 septembre. Alors, comment faire pour que ça ne rime pas avec galère? Où en sommes-nous à moins d'un an de l'échéance? Autour de moi pour en parler, donc l'ancien Premier ministre et PDG de la RATP, Jean Castex, Augustin de Romanet, le PDG du groupe ADP, ex-aéroport de Paris, Étienne Taubois, le directeur général du COJO, le comité d'organisation des JO. Bonjour messieurs. Étienne Taubois, est-ce que ce sujet transport fait partie de vos angoisses ou en tout cas de vos préoccupations? Est-ce que le plan de transport qui a été établi par Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice, vous paraît bien calibré? Alors d'abord, c'est clair que le plan de transport, c'est très concrètement, si ce n'est pas le sujet le plus complexe, le plus important des Jeux, c'est bien sur le dessus de la pile. Et très concrètement, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis le début, à commencer par la candidature. C'est, vous l'avez dit, des chiffres un peu vertigineux. Un peu tournis. C'est 25 sites de compétition en Île-de-France, c'est une dizaine de sites dits de non-compétition, à commencer par les aéroports, évidemment les gares, mais aussi le centre principal de presse, le centre international des médias, le village olympique, l'hôtel de la famille olympique. Donc l'enjeu, c'est de relier tout ça avec des systèmes de transport robustes, avec plusieurs systèmes de transport finalement qui s'additionnent. Nous, on a la charge, Paris 2024, de transporter ce qu'on appelle les accrédités. C'est les gens qui font les Jeux, c'est les athlètes, c'est les médias, c'est évidemment l'ensemble des fournisseurs. C'est à peu près 200 000 personnes qu'il faut pouvoir acheminer sur les différents sites. C'est un premier niveau, c'est 3 000 véhicules légers, plus de 1 000 bus, des gares routières spécifiques, évidemment des zones d'avitaillement parce qu'on a une ambition en matière environnementale très forte, donc on travaille avec des flottes de véhicules propres. Bref, tout ça, c'est le premier niveau, c'est le transport des accrédités. Ensuite, il y a un deuxième niveau, vous l'avez dit, c'est les spectateurs. 10 millions de billets sur les Jeux Olympiques, 3 millions sur les Jeux Paralympiques, peu ou prou, et c'est potentiellement entre 500 et 600 000 spectateurs jour sur 40 sessions, jusqu'à 40 sessions jour, en Île-de-France, donc c'est 40 matchs. Il y a 48 matchs sur la Coupe du Monde de rugby, pour donner un ordre d'idée, sur 45 jours. Nous, c'est par jour, à peu près 40 sessions sportives pour lesquelles il faut acheminer les spectateurs. Et puis, au-dessus de ça, il y a évidemment pouvoir permettre à la ville, à la région Île-de-France, de continuer à fonctionner normalement. Alors, on est dans une période, l'été, pour les Jeux Olympiques, où il y a une baisse naturelle, j'allais dire, de la fréquentation des transports en commun notamment, mais on va avoir, dans le cadre des Paralympiques, un enjeu particulier, puisqu'on sera en pleine rentrée scolaire. Donc en fait, c'est ces trois systèmes de transport qu'il faut faire cohabiter, et donc ça nécessite une intégration des acteurs très importantes, et puis un travail au quotidien pour se coordonner, et notamment pour que cette gestion des transports, elle puisse être dynamique dans le cadre des Jeux, qu'on puisse ensemble être en capacité de réagir si il faut repousser le début d'une horaire de compétition pour des raisons climatiques, ou parce que tel ou tel incident se passe ici ou là, ce qui statistiquement arrivera. Et donc c'est comment on arrive à faire marcher tout ça. Donc on a tout un travail, c'est-à-dire de conception, d'anticipation, de planification, et puis après on aura un travail de coordination, d'intégration, ce qu'on appelle le commande, le contrôle et la communication, et puis derrière il faudra qu'on teste. Donc un magnifique projet, très enthousiasmant, passionnant, et on y met toute notre énergie avec l'ensemble de nos partenaires. Alors Jean Castex, sans entrer dans des détails trop techniques, la RATP n'est donc que l'opérateur des transports en Île-de-France, mais vous êtes celui vers lequel tous les regards vont se tourner. Étienne Taubois vous a déjà regardé. Si jamais il y a le moindre grain de sable dans la machine, comment est-ce que vous vous préparez à l'événement? Est-ce que ça suppose une mobilisation vraiment générale de vos personnels, par exemple des conducteurs de bus ou de métro, pour qu'ils ne soient pas tous en vacances au moment des JO? Absolument. Alors d'abord, je me permets de rappeler, puisqu'on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques, que dans la candidature de Paris, et sans doute dans la décision du Comité international olympique de choisir Paris, il y a un élément qui me paraît
très important, c'est que nous nous sommes engagés à ce que l'essentiel des personnes qui iront voir les épreuves olympiques le fassent en transport en commun décarboné. Je le dis parce qu'une candidature, Étienne parlerait mieux que moi, vous auriez dit, ben voilà, il va y avoir telle épreuve à tel stade, et à côté de tel stade, on a installé un parking de 5000 places pour accueillir les visiteurs, aurait été sans doute un motif de rejet de la candidature. Donc, je le place en perspective. Deuxièmement, oui, la RATP est évidemment très concernée dans tous ces transports en commun franciliens. Il y a aussi des jeux dans d'autres villes et dans d'autres territoires. La RATP, on calcule, va à peu près devoir assurer 70% des flux. Pas la seule, ce n'est pas le seul opérateur, pour prendre votre mot, de transport, mais c'est effectivement le principal. Troisième élément, vous avez dit ça donne le vertige. Bon, je vais quand même si vous permettez, non pas le relativiser, mais le replacer dans sa réalité quotidienne. Si nous prenons, ici beaucoup, j'espère, d'usagers de la RATP, les jours, vous voyez, des jours très chargés, mettons au mois d'octobre, au mois de mars, nous transportons ces jours-là, donc quotidiennement, environ 11,5 millions de personnes. 11,5 millions de personnes. Ce n'est pas sans difficulté, mais on le fait. Au mois d'août, on va simplifier, il y a une problématique spécifique, j'y reviendrai si vous voulez, pour les Jeux paralympiques, mais au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Paris et la région francilienne, chaque année, se vident. Et on tombe de 11,5 à 8,1 millions. C'est chaque année, bon an, mal an, voilà, 11,5, 8. Les JO, on escompte que les Parisiens, les Franciliens qui partent en vacances au mois d'août les autres années, partiront aussi en 2024. Certains disent même qu'ils seront plus nombreux encore. Et en revanche, on va accueillir, je ramène au jour les chiffres que vous avez donnés, c'est plus 1,5 million de voyageurs supplémentaires liés au JO. Donc si vous additionnez les 8,1 des Parisiens qui restent, ou des Franciliens qui restent, plus les visiteurs, on arrive à 9,6. Bon, vous voyez, si je compare 9,6 aux 11,5 de nos jours très chargés, le vertige est important, mais il n'est pas insurmontable. Ça veut donc dire, vous l'avez bien dit dans votre question, que l'un de nos enjeux sera effectivement de faire en sorte que la communauté des salariés et des volontaires de la RATP, à une période où, comme vous toutes et vous tous, ils sont plutôt en vacances, précisément parce que le trafic diminue, soit au travail. Et j'ajoute, pardon Étienne, au-delà des Jeux, parce que ça aurait aussi une incidence sur les Jeux, que notre devoir est de faire en sorte que, évidemment, oui, on va faire travailler des gens en août pour être au rendez-vous, mais si je viens dire ici, ah ben oui, mais dans les mois qui précèdent ou dans les mois qui suivent, pour les Parisiens, les Franciliens qui sont revenus bosser, etc., ça se traduit par une dégradation du service, le compte n'y sera pas. Façon de vous dire que pour la RATP, l'enjeu, il est bien sûr sur les Jeux olympiques et paralympiques, mais en réalité, il est sur la gestion de nos ressources humaines toute l'année 2024. Si j'ai encore une minute, je préciserai pour tout le monde qu'évidemment, la particularité des Jeux, je parlais des heures de pointe ou des jours forts en mars ou en octobre, la particularité des Jeux, c'est que là, ce n'est pas l'heure de pointe du matin, l'heure de pointe du soir, la répartition des flux sera à la fois plus étalée dans la journée et fonction, et là nous sommes entrés avec IDFM, avec Paris 2024 dans la dentelle, épreuve par épreuve, site par site et jour par jour. Et donc, nous avons d'ores et déjà ensemble identifié les jours, il y en a qui seront plus chargés que d'autres, les sites dans Paris qui seront également plus tendus, pour lesquels nous devrons renforcer, aménager, adapter l'offre de transport. Un seul chiffre, pour faire face à tout ça, 19 000 agents de la RATP seront mobilisés, il y a beaucoup plus qu'en période de mois d'août, si je puis dire, normale. Et parmi eux, il y a évidemment les agents qui vont être sur les lignes les plus concernés, mais on va aussi mobiliser des agents qui ne sont pas habituellement affectés aux stations à la conduite, des volontaires,
et ça je le dis, c'est une force d'entreprise, on en attend 3000, Étienne, en interne, 3000, c'est notre objectif. D'ores et déjà, aujourd'hui, en septembre, plusieurs mois avant, on a déjà 1700 agents qui se sont portés volontaires pour renforcer les autres. On comprend beaucoup de défis, une véritable course de fond qui est lancée. Je me tourne vers vous, Augustin de Romanet, parce que les athlètes, mais aussi les médias du monde entier vont débarquer à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly. C'est la première image qu'ils auront de la France. C'est là qu'ils vont notamment récupérer leur accréditation pour le village olympique. Comment faire, vous, pour que tout se passe au mieux, et quels sont les aménagements particuliers que vous allez mettre en place, par exemple en termes de zones d'accréditation ou de signalétique? Alors, bonjour à tous. Effectivement, le CIO exige que les personnes qui viennent pour les Jeux Olympiques, notamment les sportifs, soient accréditées, c'est-à-dire reçoivent leur badge et tout ce qui leur permet de se mouvoir dans la zone olympique sur le site de l'aéroport. Donc, on va effectivement aménager des espaces particuliers. Et tout notre défi va être que pour l'athlète ou pour la délégation officielle accréditée, le passage à l'aéroport soit sans couture. Ça veut dire que ça commence d'abord à la sortie de l'avion, avec un sujet particulier sur lequel on reviendra peut-être, qu'il est handicapé, parce qu'il y a notamment quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y a une revendication des personnes en situation de handicap qui a l'air simple, mais qui est en réalité difficile à satisfaire, c'est d'avoir son fauteuil personnel à la sortie de l'avion. Donc je pourrais en parler longtemps, mais donc dès la sortie de l'avion, il faut que les personnes puissent être accueillies dans des bonnes conditions. Ensuite, il y a l'enjeu de la police aux frontières. Là aussi, je pourrais vous en parler des heures. Mais il y aura les effectifs suffisants? Oui, je l'espère. Il y aura d'abord des effectifs suffisants d'ADP, puisque cet été, nous avons testé une augmentation de 25% des effectifs qui organisent les files d'attente, qui priorisent les personnes âgées, qui priorisent les femmes enceintes, qui essayent de faire patienter les familles, parce que les familles ne peuvent pas accéder aux paraphes. Donc souvent, on a des situations ubuesques, où tout le monde passe très vite par les paraphes, et puis les familles attendent parfois 30, 35, 40 minutes ou une heure. Donc on a le sujet de la sortie de l'avion, on a le sujet de la police aux frontières, et de la gestion des files d'attente de la police aux frontières. On a le sujet des bagages, avec notamment tous les fameux bagages hors format, les kayaks, les perches, etc., qu'il va falloir sécuriser. Et puis ensuite, les zones d'accréditation, puis ensuite les autobus, parce que une des leçons des Jeux de para-athlétisme du mois de juillet, ça a été que vous avez beau faire tous vos efforts pour bien accueillir les délégations, si une fois qu'elles sont sur le linéaire, elles attendent pendant 1 heure les chauffeurs de bus, qui ne connaissent pas l'aéroport parce qu'ils ne sont pas formés, donc ils sont perdus sur la plateforme. Donc on a un enjeu de formation des chauffeurs. Et nous allons installer à Charles de Gaulle et à Orly des zones d'attente pour les autobus, pour réguler. On estime qu'à certains moments, nous pourrons avoir 600 bus qui seront sur la plateforme. Donc c'est toute cette chaîne qui engage le groupe ADP, mais qui engage aussi tous les sous-traitants. Parce que cette attention aux personnes, elle est le fait des personnes ADP, mais aussi, par exemple, pour les personnes handicapées à mobilité réduite, nous avons 2000 prestataires. Donc bientôt, nous allons réunir les dirigeants de ces entreprises prestataires pour les inciter et même les enjoindre d'assurer des formations de façon à ce que cette arrivée à l'aéroport se passe bien. Vous évoquiez effectivement les sujets d'accessibilité, vous évoquiez le transport des fauteuils. Alors là, je vais peut-être rebondir avec vous aussi, Jean Castex, parce qu'on sait que le réseau de métro parisien est ancien, construit à une époque où cette problématique n'était pas aussi aiguë dans le débat public. Où en est la RATP sur ce sujet d'accessibilité et où en sera-t-elle au moment des JO? Alors, merci pour ce sujet, pour poser ce sujet qui est évidemment très important. Nous allons essayer de faire des progrès à la faveur des Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est aussi d'ailleurs l'un des objectifs de cet événement, ce qui s'appelle l'héritage, c'est faire en sorte que l'événement lui-même soit réussi, mais qu'il en reste quelque chose après. On pourra peut-être parler tout à l'heure de la ligne 14, par exemple. Alors, d'abord, je tiens à rappeler que, pour les raisons que vous avez parfaitement indiquées, le métro historique n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite pour les raisons que vous avez rappelées, mais quand même, permettre de dire, tout le réseau RER est accessible, tout le tramway est accessible et nos 4700 bus sont accessibles. Et j'allais dire que l'une de nos premières priorités, notamment avec les collectivités locales, c'est de bien veiller à ce que ces modes de transport qui sont réputés accessibles le soient effectivement d'ici les Jeux, et encore une fois, après les Jeux.
Parce que quand on dit, il y a sans doute beaucoup de personnes à mobilité réduite qui nous écoutent, que les bus sont accessibles, sont des rampes d'accès. On sait que ce n'est pas aussi simple, parce qu'il faut que les arrêts de bus soient adaptés, il faut que le bus lui-même puisse se garer le long du trottoir, ce qui n'est pas toujours simple. Donc on a un programme, notamment, mais pas seulement avec la ville de Paris, pour garantir l'accessibilité de ce qui doit l'être. Dans le réseau historique, faire des ascenseurs, faire le rang, d'abord, coûterait très cher. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, tellement il y a des réseaux d'eau, des arbres à pavettes. Il y a des problèmes techniques très lourds qui rendent difficile ou qui rendront difficile dans la durée, même s'il faut évidemment que ce soit un objectif partagé, le réseau historique. Du coup, en vue des JO, en tout cas à l'échéance des mois qui sont devant nous, et nous allons d'ailleurs signer demain avec les ministres compétents une charte d'engagement, nous travaillons sur d'autres types de handicaps, comme on dit, sensoriels et cognitifs, notamment les personnes malentendantes ou sourdes, les personnes aveugles ou malvoyantes qui doivent pouvoir mieux s'orienter qu'aujourd'hui dans notre réseau. Donc il nous faut progresser d'ici l'été 2024 sur les manchons en braille, sur les techniques d'annonce sonore, les logiciels adaptés. Enfin, on a tout un programme que nous avons commencé évidemment à déployer, qui doit s'amplifier d'ici les Jeux pour ce type de handicap. Pardon d'insister, mais effectivement la question des ascenseurs, malgré tout, on sait que c'est très difficile à installer dans les stations de métro du métro parisien, mais est-ce que sur ce sujet très précis, très concret, il peut y avoir des aménagements ou des progrès d'ici les JO? Alors, il a aussi une réponse, si vous voulez, un peu technique, mais faisant appel au bon sens. Si c'était aussi simple, c'est-à-dire, le problème c'est que, et je les comprends très bien, les sapeurs-pompiers demandent que ce soit toute une ligne qui soit accessible, parce que rien ne serait pire, si vous dites je mets un ascenseur ici ou un ascenseur là, d'envoyer une personne en fauteuil roulant sur la ligne, il y a un incident, elle ne peut plus sortir. Donc, malheureusement, c'est pas, on ne peut pas saupoudrer, si vous me passez l'expression. Donc, ça se fait par ligne. On a commencé à faire des études, en particulier sur la ligne numéro 6, qui pourrait être prototype. Et de ce point de vue-là, là aussi, les JO. Enfin, d'ici les JO, c'est un problème de longue haleine. Il n'y aura pas de progrès majeur ou visible sur ce domaine. Étienne Taubois, bon, vous entendez effectivement les difficultés qui se posent, mais est-ce que c'est un sujet que vous vous posez. Est-ce que vous êtes satisfait j'allais dire, des démarches quand même de la RATP et d'ADP? Nous, d'abord, on est très content que ces sujets, d'une certaine manière, et que les Jeux servent d'accélérateur, finalement, à l'ensemble de ces grandes politiques publiques sur lesquelles il y a une sensibilisation réelle qui existe depuis longtemps, mais qui est accélérée un petit peu avec ce devoir, d'une certaine manière, de résultat pour les Jeux. On parle beaucoup des Jeux paralympiques, mais les Jeux olympiques aussi, au travers des spectateurs. On a plus de 4000 places accessibles à des personnes en fauteuil roulant. Il faut qu'on trouve des solutions. Alors, il y a des solutions de fond, structurelles, qui sont en train d'être réfléchies, mises en place, et qui prendront du temps. Et puis, il y a des solutions pragmatiques de court terme, parce que maintenant, on est dans le court terme, 311 jours des Jeux, qu'on va mettre en place. Et donc, au niveau d'Aéroports de Paris, il y a vraiment un travail de fond, et je salue le travail d'Augustin de Romain et de ses équipes sur le sujet, parce que c'est clé, l'accueil, et notamment l'accueil des athlètes paralympiques, mais pas que, aussi les spectateurs, etc., ça va être quelque chose de clé. Et puis, avec la RATP, avec Île-de-France Mobilité, on travaille à des solutions un peu pragmatiques. Il y a des mises en place de navettes spécifiques, plus de 250 navettes qui seront mises en place depuis les principales gares pour permettre de venir au plus près pour ces personnes en situation de handicap. On travaille sur des taxis accessibles. Il y a un programme gouvernemental et d'aide qui va permettre de passer de 200 à plus de 1000 taxis accessibles avec des licences spécifiques octroyées par les préfectures de police cet été, qui vont permettre justement là aussi d'avoir une offre beaucoup plus large. On travaille nous aussi à notre niveau à voir dans quelle mesure on peut libérer certaines places de parking, parce que certaines personnes en situation de handicap en fauteuil conduisent leur véhicule et donc leur permettent d'arriver encore une fois au plus près, avec des zones de dépose-reprise spécifiques, etc. Bref, l'idée pour nous, c'est que l'ensemble des personnes qui ont acheté un billet à mobilité réduite, on puisse les contacter personnellement et leur proposer une solution adaptée à leur situation personnelle et s'assurer que venir au jeu ne soit pas une galère, au contraire une fête,
à laquelle ils puissent participer pleinement, parce que voilà, c'est quelque chose que l'on doit à nos concitoyens et aux personnes en situation de handicap. Vous parlez de mobilité, mais aussi cognitif. Moi, je me rappelle, autant où je dirigeais la Coupe du Monde de rugby, on avait eu toute une campagne autour de personnes qui étaient malvoyants et qui allaient au stade dans des conditions un petit peu particulières, adaptées, mais qui lui permettaient de vivre l'ambiance avec un succès certain. Et donc, l'objectif pour nous, encore une fois, c'est que ces jeux soient grands ouverts et qu'il n'y ait pas de freins ou les freins soient levés dans le cadre de ces jeux pour permettre à tout à chacun de profiter au maximum de la fête. Alors vous le rappeliez, J-311 avant les JO, hasard du calendrier, cette édition 2023 de Demain le Sport se déroule en pleine Coupe du Monde de rugby en France. Alors question rapide, réponse rapide à tous les trois, est-ce que ça peut s'envisager en quelque sorte comme une forme de répétition générale avant les JO? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience qui peuvent vous être utiles? Peut-être on peut commencer par vous, Augustin de Romanet. Alors oui, la réponse est oui. On a déjà eu des expériences donc, cet été avec les Jeux d'athlétisme, de para-athlétisme, avec l'accueil des athlètes qui ont effectué le triathlon. Pour la Coupe du Monde de rugby, nous expérimentons un accueil des équipes à même la piste. Donc nous accueillons les équipes sur le tarmac, nous les faisons sortir par des voies particulières. Mais comme l'a justement dit Étienne Tebois, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby est un nombre de manifestations extrêmement réduit. Donc, même si ça nous permet de tester un certain nombre de choses, je pense qu'il ne faut pas se satisfaire de ça du tout. Jean Castex. La réponse à votre question est évidemment positive, même si l'ampleur des événements, en termes de flux, en termes de localisation des épreuves, ne sera pas tout à fait la même. Pour la région francilienne, la Coupe du Monde de rugby, c'est d'abord le Stade de France. Bon, on a l'habitude, chaque année, il y a le tournoi des 6 nations et le Stade de France est plein. Il ne peut pas être plus plein qu'il n'est lors de ces matchs. Bon. Mais au moins sur 2 registres, nous sommes déterminés à tirer des retours d'expérience de la Coupe du Monde. Le premier, c'est l'expérience client, l'expérience voyageur. Nous avons mis en place des dispositifs pour tester, par exemple, je le dis, on commence à déployer ce qui sera beaucoup plus important à la faveur des Jeux, la vente d'agents avec des machines, au lieu de faire la queue, là, vous avez une longue queue, bon, on va déployer des agents qui auront la possibilité de vendre des billets directement aux clients. Donc ça, il faut voir comment ça marche et qu'est-ce qui aura marché, pas marché pour le développer et l'étendre pour les Jeux. Et la deuxième réponse, c'est la coordination entre les acteurs. Étienne Taubois, je crois, en a parlé tout à l'heure, vous en souvenez. C'est capital, c'est la face cachée, c'est pas visible pour le grand public, mais beaucoup, comme tout se joue aux marges, n'est-ce pas, beaucoup se joue dans la capacité de bien articuler, évidemment, le comité d'organisation, les opérateurs, les forces de sécurité, c'était l'objet de la table ronde précédente. Et ça, évidemment, la Coupe du Monde de rugby, à petite échelle, le permet, comme d'autres grands événements, hein, ce ne sont pas non plus les premiers. On a déjà acquis une expérience, un savoir-faire, mais il faut à tout prix le capitaliser. Étienne Taubois, vous êtes en contact avec justement les organisateurs de la Coupe du Monde. Oui, alors moi ça me rappelle en plus des souvenirs, donc évidemment qu'on suit avec attention tout ce qui se passe sur la Coupe du Monde de rugby, mais je crois que Augustin et Jean l'ont dit, on ne parle pas de la même chose très concrètement, c'est-à-dire que le Stade de France, pas la même échelle. Le Stade de France, pendant les Jeux, c'est 2 sessions par jour, avec de l'autre côté de la passerelle un centre aquatique qui va fonctionner sur 2 sessions par jour, à 800 mètres d'un village, on aura 150 bus heure, vous dites, qui vont sortir du village. Donc on est sur des dispositifs très différents, avec une amplitude très différente. Le week-end arrivée et le week-end départ des Jeux Olympiques pour Augustin de Romanet, ça va être quelque chose. Et donc très concrètement, il y a une concentration qui est beaucoup plus importante. Et en fait, évidemment qu'on suit avec attention ce qui se passe sur la Coupe du Monde de rugby. Moi, ce que j'en retire aussi, au-delà de la coordination, c'est l'éminente impératif de communication. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle le TDM, le Transport Demand Management, inventé par nos amis de Londres, qui est l'information détaillée et permanente des usagers, des spectateurs, de manière à ce que les gens sachent comment fonctionner. Et ça, c'est, on l'a vu, Marseille, très bon exemple, premier jour,
les gens ne savaient pas où descendre, à quelle station de métro descendre. Le lendemain, un effort d'information dans le métro, des gens pour orienter les gens, et puis les choses se sont parfaitement passées. On était sur exactement la même structure, finalement. Et c'est une question d'information et d'orientation. Donc tout ce qui sera signalétique, tout ce qui sera information, anticipation sur cette information au travers des différents outils. On aura des outils en billetterie, il y aura les outils d'Île-de-France Mobilité, de la RATP, les outils d'ADP. Tout ça, coordonner l'ensemble de ces outils pour permettre un maximum de canaux de communication et que tout au long, j'allais dire, du parcours client, c'est très à la mode, mais que les gens aient l'information et la bonne information pour que s'ils arrivent à telle porte du stade, on leur conseille de prendre telle ligne de transport en commun. Et sur le Stade de France, entre le RER B, le RER D, la ligne 13, la ligne 14, orienter les flux de manière à ce qu'ils soient le plus dynamique possible. Et ça va être un travail au quotidien d'anticipation, de répétition, parce que la pédagogie c'est aussi de la répétition, de manière à ce que tout le monde soit prêt en interne, mais aussi vis-à-vis de nos clients, pour que les choses puissent se dérouler de la manière la plus fluide possible. Signalétique, orientation sur le terrain, communication amont et coordination permanente. Anticipation, un grand mot. Et vous évoquiez, Étienne Taubois, week-end d'arrivée, week-end de départ. Pour vous, Augustin de Romanet, ça va être quand même un sacré défi, ces deux pics, ces deux moments. On parle d'anticipation. Vous allez parvenir notamment à mieux anticiper l'arrivée, le retour des bagages. Et on le disait, il y a des bagages quand même compliqués à transporter, kayak, perche, etc. Comment vous allez organiser ça, justement ? Alors, prenons simplement ce qui va être le plus rude, c'est-à-dire le départ, puisque tout le monde va partir en 2 ou 3 jours, donc 15 000 athlètes avec tous leurs bagages. On va expérimenter quelque chose qui, je l'espère, donnera des idées à tout le système aéroportuaire pour le futur. C'est-à-dire, on va enregistrer les bagages de façon ce qu'on appelle déportée. C'est-à-dire que dans le village olympique, nous aurons des bornes avec des scanners pour sécuriser les bagages. Et donc, les athlètes vont déposer leurs bagages au village olympique et ensuite, ils ne s'en occuperont plus. Ils seront conduits à l'aéroport dans un terminal spécial, puisque lorsque le terminal 2E s'était écroulé, on avait construit un terminal de secours qui est aujourd'hui désaffecté et que nous rénovons. Donc on ne fait pas un nouveau terminal, mais on rénove un ancien terminal de secours qui est au milieu des pistes. Et donc tous les sportifs seront amenés dans ce terminal. Ils pourront passer leur bagage de cabine dans un scanner spécial et ensuite ils seront conduits à leurs avions par des autobus. Alors cette mobilisation, elle va évidemment supposer que l'ensemble des collaborateurs d'Aéroports de Paris soient présents. Nous avons déjà prévu que tous les salariés du groupe soient dotés de ce qu'on appelle le badge rouge, c'est-à-dire le badge qui permet d'aller sur les pistes. Et au mois d'août, on a eu un incident assez pénible à Orly, puisque le 3 août, nous avons eu à 3 heures du matin une défaillance d'un système informatique. Et le mainteneur italien, qui s'appelle Leonardo, nous a un peu fait défaut, puisque l'équipement n'est revenu en service que vers 5 heures de l'après-midi. Donc ça a été une journée cataclysmique en théorie. Sauf qu'on a 120 collaborateurs du groupe ADP, y compris des membres du comité exécutif, qui sont venus sur place pour traiter manuellement les bagages et éviter que ça ne soit le drame, puisqu'on a pu éviter d'annuler les avions, et tous les bagages sont arrivés à leur propriétaire dans les 72 heures qui ont suivi. Donc nous nous apprêtons, au moment de ces grandes arrivées, de ces grands départs, non seulement à utiliser les volontaires dont Étienne parlait, puisque nous aurons 1200 volontaires, mais au cas où ces volontaires feraient défaut pour une raison ou pour une autre, nous avons les 6000 salariés du groupe ADP qui sont prêts à venir en renfort, en quelque sorte, parce que ce rendez-vous, on nous dit qu'il arrive à peu près une fois par siècle, et donc on a une petite pression sur nos épaules pour ne pas être au rendez-vous. Alors, moi, je vais juste dire un mot, parce que c'est vrai que c'est un domaine de transport particulièrement clé pour nous, et nous, on est ravis d'avoir pu trouver des accords de partenariat avec l'ensemble des grands opérateurs. Alors, on a Toyota, évidemment, qui est partenaire du CIO, mais on a signé un partenariat avec la RATP, avec ADP, avec la SNCF, évidemment avec Île-de-France Mobilité, et donc les grands opérateurs, notamment en Île-de-France, sont mobilisés, j'allais dire, au-delà de la normale d'un simple service de prestataire. Et ça se ressent au quotidien avec un enthousiasme et un allant qui est nécessaire, mais qui aussi nous donne véritablement confiance dans notre capacité collective à faire face à ce défi, ce challenge, qui, je crois, est adressé avec beaucoup d'enthousiasme partout et dans toutes nos réunions quasiment quotidiennes.
Alors, défi, challenge, pression, il y en a sur un gros chantier. La prolongation de la ligne 14, vous l'avez évoqué, la ligne 14 du métro parisien, une ligne automatique. Donc, prolongation au sud en direction de l'aéroport d'Orly, au nord vers Saint-Denis et pas loin le Stade de France. Ouverture aux voyageurs a priori en juin 2024. Si je ne m'abuse, qu'est-ce que ça va concrètement changer pour vous? Alors déjà pour vous, Jean Castex, qu'est-ce que ça va changer, cette prolongation au sud et au nord de cette ligne 14? Alors, ce projet majeur, là aussi, je pense, qui illustre très bien, si vous me permettez, la problématique et la chance que constituent les Jeux olympiques et paralympiques. Étienne Taubois me pardonnera certainement, mais le prolongement de la ligne 14 dans les conditions que vous avez décrites, j'espère qu'il sera utile pour les Jeux, mais il va être surtout utile pour des millions et des millions de voyageurs au quotidien, franciliens, et puis, comme nous allons significativement, cher Augustin, améliorer la desserte de l'aéroport d'Orly, visiteurs transitant par cet aérogare. Bon, non. Sauf que, on connaît notre pays, toutes et tous, s'il n'y avait pas eu la perspective des Jeux, bon, on l'aurait fait, hein. Les travaux étaient engagés, mais on serait peut-être arrivé en 25, en 25. Là, on met le turbo parce qu'il y a les Jeux. C'est très intéressant. C'est pas quelque chose qui est fait pour les Jeux, qui va servir aux Jeux, mais qui servira bien après les Jeux, et pour très longtemps. Pour les Jeux eux-mêmes, les chiffres, là aussi, c'est très clair. Le Stade de France, qui va être même un endroit où se dérouleront, Étienne l'a rappelé, de très nombreuses réponses. La 14, en atteignant la gare de Saint-Denis-Play, sera une modalité de dessert supplémentaire pour le Stade de France. Et excusez du peu, on se trouvera à 20 minutes du centre de Paris, 20 minutes de Châtelet, et à 40 minutes de l'aéroport d'Orly. C'est-à-dire qu'on va réduire par 2, au moins, le temps de trajet actuellement constaté. Bon, en plus, avec des métros modernes, des écarts aux heures de pointe entre deux rames qui sont réduits parce qu'on en profite pour changer le système d'automatisation. Donc, c'est un chantier emblématique qui sera associé effectivement aux Jeux olympiques et paralympiques, et nous mettons tout en œuvre, évidemment, pour ouvrir en juin, comme c'est prévu, de l'année prochaine. Je veux dire, au moment où je m'exprime, comme on dit à la télévision, nous sommes dans les délais. Voilà. Il y a de gros sujets, il nous a manqué de câbles, il y a des systèmes d'exploitation. Enfin, mais tout l'écosystème, je ne vais pas citer toutes les entreprises, je suis moi-même allé visiter l'entreprise qui fabrique pour nous des câbles, ils ont mis en place une ligne de production supplémentaire. Enfin, vous voyez, et ça aussi, c'est un peu l'effet jeu. Vous voyez, on a fait visiter à tous ces ouvriers qui travaillaient pour nous le chantier, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va apporter au quotidien. Donc c'est un peu ce que disait Étienne. J'ai l'habitude de dire, vous avez commencé par utiliser le mot vertige. Oui, c'est vrai que c'est vertigineux. On peut se dire, ouh là 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 là, quelle masse de problèmes nous avons devant nous. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de défis, mais vivons-le, la RATP, le pays, comme une chance de nous dépasser, de nous donner le meilleur de nous-mêmes, d'offrir aux pays. Et il faut que ce soit, je reviens à la RATP pour les salariés, pour tous les collaborateurs, un motif de joie, de fierté. Ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, ils vont porter l'image de la France. On parle de la 14, ben oui, vous savez, un pays qui sait comme ça automatiser des lignes de métro, les prolonger, il n'y en a pas beaucoup, on fait aujourd'hui la 4. Je vous ai parlé de ça, il n'y a pas que ça. Hein, les Jeux vont aussi permettre, par exemple, de prolonger la ligne de tramway, le fameux T3B, entre la porte d'Asnières et la porte Dauphine. Ça va ouvrir au printemps 2024. Ça aussi, ce sera un héritage des Jeux. Pour Augustin de Romanet, pour quand même cette desserte d'Orly, qui sera donc directement desservie par le métro, par la ligne 14, ça va changer beaucoup de choses pour les JO et pour la suite, du coup aussi. Ça va être une révolution avec des très bons côtés et des très mauvais côtés. Alors, commençons par les très bons côtés. C'est exactement ce que vient de dire Jean Castex. Ça va nous permettre de décarboner l'aéroport. Puisque, s'agissant des passagers généralement quelconques, la part modale va réduire la part du véhicule automobile de 10 points et augmenter la part du transport collectif de 10 points, qui va passer en gros de
30% de part modale à 40%. Et s'agissant des salariés, c'est le double. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5% des salariés qui viennent en transport en commun. Demain, il y en aura 25%. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Ça va nous permettre de faciliter la vie des passagers, de rendre très accessible l'aéroport et de décarboner l'aéroport. La mauvaise nouvelle, si je peux faire un petit clin d'œil, c'est que quand monsieur et madame X seront dans leur canapé le vendredi après-midi à 15h et qu'ils réfléchiront à leur prochain week-end, madame X dira à son mari « Alors, tu sais, on a le choix entre aller à Cabourg avec un hôtel à 400 €, il faut louer une voiture 200 €, et puis les coûts de restaurant, etc. Le week-end nous coûtera 800 €. Et son mari lui dira « Oui, mais tu oublies qu'il y a la ligne 14. On peut aller à Marrakech pour 122 €, et puis avec un ticket de métro, ça qui coûte 2 €. Donc, l'accessibilité d'Orly va être tellement grande qu'il va y avoir une pression pour le transport aérien qui n'est pas l'ami des décarbonateurs ou des décarbonisateurs. Or, comme vous le savez, nous, exploitants d'aéroports, nous avons le devoir d'être responsables et de ne pas promouvoir à tout crin un usage de l'avion qui irait contre nos objectifs de décarbonation. C'est la raison pour laquelle je dis la ligne 14 va être une révolution absolue pour les passagers et pour les conditions d'accueil, mais il faut prendre garde à ce qu'elle ne fasse pas un appel d'air pour le développement du transport aérien abusif. Je suis un peu provocateur, mais c'est pour dire à quel point ça va être une révolution. Mais cette prolongation de la ligne 14, ça fait partie, j'allais dire, du plan pour des JO avec des transports décarbonés. Ça va quand même, évidemment, malgré tout, dans le bon sens pour vous, Étienne Taubois. Nous, encore une fois, on a basé quelque part notre concept des opérations sur les infrastructures existantes. C'est les jeux qui s'adaptent aux infrastructures et pas l'inverse. Donc on construit un minimum de choses. On construit un village olympique, un village des médias, mais parce qu'il y a des besoins énormes en logement en Ile-de-France, et ça tombe bien, et on les pose là où il y a les plus gros besoins. En matière d'infrastructures sportives, on construit juste 2 sites, et encore un était prévu, cette Arena Porte de la Chapelle, pour avoir une offre à 7000 places, et puis le centre aquatique. On manquait gravement de piscine, et d'une piscine qui puisse accueillir des compétitions. Et sur les infrastructures de transport, c'est la même chose. Initialement, Jean s'en souviendra, on avait dans le dossier la ligne 16 et la ligne 17. On s'est vite rendu compte que là, pour le coup, à l'impossible, nul n'est tenu, et on se mettait à risque à s'entêter dans cette voie-là. Donc on a adapté le dispositif. La 14, on nous a toujours dit, la 14, EOL, le T3, ça c'est possible, ça c'est jouable, et donc on a mis toute notre énergie là-dessus, ce que tu disais, et pour nous c'est clair que, notamment pour les athlètes qui seront à proximité, donc je rappelle le site du village olympique est à cheval sur la commune de Saint-Denis, de Saint-Ouen et de l'île Saint-Denis, et on est à 5 minutes à pied de cette ligne 14, et donc ça permettra d'avoir un accès très rapide et une expérience renforcée pour les athlètes qui pourront en 20 minutes se retrouver à Châtelet et vivre l'expérience parisienne à plein. Donc voilà, pour nous c'est évidemment une chance, mais l'objectif pour nous c'est de nous adapter aux infrastructures et non pas l'inverse. Bon, on pourrait continuer encore longtemps. Hélas, il faut conclure. Merci à tous les trois. Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP, Étienne Taubois, directeur général du comité d'organisation des JO, et Jean Castex, ancien Premier ministre, PDG du groupe RATP. Merci à vous d'avoir été présents aujourd'hui.